Bonjour. Selon Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, la France serait un des pays les plus analphabètes en économie. C'est la raison pour laquelle France Gestion a décidé de vous proposer quelques leçons d'économie. Et pour ce faire, eh bien, on a fait appel à Bernard Maris et à Nicolas Bouzou, tous deux économistes que maintenant nous connaissons bien, à France Gestion notamment, et ailleurs. Et nous attaquons tout de suite sur des questions très techniques, sur lesquelles, eh bien, moi comme vous-même, j'imagine, vous souhaitez avoir des précisions. On avait prévu de parler déjà depuis une quinzaine de jours sur la rigueur. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce qu'est la rigueur, alors peut-être la politique de rigueur, et on va commencer à demander l'avis de Bernard. Brutalement, la rigueur, c'est quoi ? Alors la rigueur se manifeste lorsque un gouvernement décide de limiter la dépense et la circulation monétaire. Pour une raison, parce qu'il estime qu'il y a trop d'inflation, parce qu'il estime que le crédit est démesuré, parce qu'il estime que la dette est trop forte, il décide tout à coup de réduire la circulation monétaire et de diminuer la dépense. Alors, ça s'est produit en France du temps de Raymond Barre, par exemple. Ça s'est produit du temps de Pierre Mauroy, ensuite. Et ça se produit aujourd'hui où on décide, pour rééquilibrer le budget, pour diminuer la dette publique, de diminuer finalement la dépense et la circulation monétaire. La rigueur, c'est le moment où on décide qu'on ne laisse plus aller l'économie. L'économie fonctionne grâce au crédit. C'est le crédit qui permet la croissance, c'est le crédit qui permet la hausse des salaires, c'est le crédit qui permet l'investissement. Et on décide à un moment donné que ce cercle vertueux, crédit, dépenses, investissement, consommation, etc., eh bien, est dangereux parce que le pays s'affaiblit, parce qu'il s'endette trop. Donc, on coupe le robinet du crédit et on limite la dépense. Voilà, fondamentalement, la rigueur, c'est lorsqu'on décide de limiter la dépense avec ses conséquences, les limites des salaires, de la consommation et peut-être de l'investissement et peut-être la hausse du chômage. D'accord. Alors, j'avais un arrière-pensée que le FMI nous contraignait un petit peu à aller vers la rigueur. Et puis j'ai relevé dernièrement qu'on accusait, ou même le FMI avait reconnu avoir fait une très grosse erreur. Hein, et j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on en tient compte, puisque cette erreur est quand même assez importante, puisque c'est de l'ordre de 1 à 3. Est-ce que, Nicolas, tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'est cette erreur ? Au fond, c'est assez simple. Si je prends la définition, alors évidemment Bernard a raison, si je prends une définition très actuelle de la rigueur ou de l'austérité ou de l'assainissement, d'ailleurs appelons ça comme on veut, je dirais que ça consiste à réduire les déficits publics. Et si vous êtes un peu keynésien, ce qui est sans doute beaucoup le cas de Bernard et ce qui est en partie aussi mon cas, vous considérez que la croissance, elle dépend quand même en partie de ce qu'on appelle la demande globale, c'est-à-dire la dépense de tous les agents économiques. Et l'État est l'un de ces agents économiques. Donc si l'État réduit, comme l'a expliqué Bernard, sa dépense, ou s'il augmente les impôts, eh bien, vous allez avoir des effets sur la production des entreprises. Bon. Et toute la difficulté, c'est d'essayer de calculer avec des méthodes statistiques, ce qu'on appelle l'économétrie, quel sera l'impact exact de cet assainissement budgétaire sur la croissance économique. Alors, ce qu'on appelle le multiplicateur, c'est tout simplement l'idée que, je donne un chiffre au hasard, si vous réduisez par exemple les dépenses publiques de 10 milliards, eh bien, la réduction de la production, elle ne sera pas de 10 milliards, elle sera d'un peu plus, parce que vous réduisez la dépense, donc vous aurez peut-être moins de consommation de la part des fonctionnaires, si jamais on a baissé leur salaire, et donc vous aurez moins d'activité dans le commerce, et donc les commerçants eux-mêmes vont réduire leurs dépenses, et donc vous avez des effets en chaîne qui font que finalement, eh bien, quand on retire 10 milliards en matière de dépenses publiques, au bout du compte, on n'a pas 10 milliards en moins, mais 20 milliards en moins ou 30 milliards en moins. Et c'est sur ce fameux multiplicateur que le FMI s'est trompé, il l'avait sous-estimé. Alors, je vais tout de suite prendre la défense du FMI, ce que personne ne fera, mais il faut bien voir que c'est très, très, très compliqué à faire dans la réalité, parce que ce multiplicateur, il dépend de tout un tas de choses. Est-ce que vous êtes le seul pays à pratiquer la rigueur, ou est-ce que les pays qui sont autour de vous le font ? Est-ce que vous avez une monnaie qui se déprécie ou une monnaie qui monte ? Est-ce que vous avez une politique monétaire qui vous aide ou une politique monétaire qui vous handicape ? Bon, voilà, le FMI s'est planté. Moi, je comprends bien qu'il se trompe, l'erreur est humaine, mais si on enlève 10 milliards et qu'on pensait en perdre 10 milliards de l'autre côté, donc au niveau du PIB, c'est pas la même chose que d'enlever 10 milliards du circuit et en perdre 30 milliards. Je suppose que c'est plus grave, Bernard. Effectivement, c'est un phénomène de chaîne. Il faut voir que le multiplicateur, en général, c'est des multiplicateurs expansifs, c'est-à-dire que les gens dépensent, ils consomment,
ça fait de la production, ça crée des emplois, ça crée des salaires, ça crée de la consommation, ça crée de la production, ça crée des emplois, ça crée des salaires, ça crée de la consommation. C'est des multiplicateurs vertueux parce que c'est l'augmentation de la dépense qui fait qu'il y a de l'investissement et finalement il y a de la croissance du PIB. Et puis, il y a des multiplicateurs qui sont exactement inverses, qui sont récessifs. C'est-à-dire que vous comprimez la dépense, donc ça fait un peu moins de demande, donc ça fait un peu moins de production, donc ça fait un peu moins d'emplois, donc ça fait un peu moins de salaire, donc ça fait pas d'emplois, etc. Et ce phénomène de chaîne, de cycle qu'a très bien expliqué Nicolas, peut-être à la fois soit expansif, soit récessif. L'erreur du FMI vient de ce qu'ils ont pensé que c'était beaucoup plus faible. Ils se sont dit que finalement, ça aurait un impact à peu près neutre. Ils avaient pensé. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, mais si on réduit de 100, ça va réduire grosso modo de 100. Et finalement, on pensait que les multiplicateurs, ils étaient plutôt dans l'expansion. Or, finalement, ils jouent aussi dans la récession. C'est-à-dire que plus vous êtes rigoureux, plus vous ruinez l'économie. Ce qui fait que vous voulez équilibrer le budget, donc vous baissez la dépense, mais comme vous avez moins de recettes, vous aggravez finalement le déficit budgétaire. C'est ça le multiplicateur pervers, le multiplicateur récessif qui a joué. Et l'erreur du FMI vient de ce que, comme c'est des grosses masses, c'est vrai, avec beaucoup de fuites, comme l'a dit Nicolas, vous pouvez acheter à l'étranger, vous n'êtes pas obligé d'acheter en France, ce genre de fuite, eh bien c'est vrai que c'est très très difficile à calculer, surtout sur des petits multiplicateurs. Oui, mais il n'en demeure pas moins que ce sont les instructions, si on peut dire, du FMI qui étaient suivies par beaucoup d'États, et on se dit, on n'a pas l'impression d'avoir changé la route du paquebot. Non, en fait. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que le... Enfin, déjà, on est, on va dire, dans l'idéologie du FMI, là. Mais même s'il n'y avait pas eu le FMI, de toute façon, on aurait été obligé de réduire nos déficits parce que nos créanciers nous le demandaient, etc. Ou parce qu'on pensait qu'ils nous le demandaient. Bon, je crois que ce qui s'est passé en Europe, et si ce fameux multiplicateur est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, c'est parce que tous les pays ont réduit leur déficit en même temps. Je crois que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui réduit ses déficits quand les autres ne le font pas, comme l'a décrit Bernard, votre pays, il est ouvert. Donc, ce que vous vendez en moins à l'intérieur, vous pouvez éventuellement le vendre en plus à l'extérieur. Quand tout le monde réduit, il faut bien voir que dans la zone euro, les économies sont extrêmement intégrées. C'est-à-dire que la France échange surtout avec les pays de la zone euro, l'Espagne échange surtout avec les pays de la zone euro. Donc, tout ceci se tient. Et donc, les effets multiplicateurs sont beaucoup plus forts parce que tout le monde le fait. Bon, et puis, n'oubliez pas que l'euro, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est pour ça que je le dis, l'euro est une monnaie forte. Réduire les déficits quand la monnaie est forte, c'est encore plus compliqué. Alors, juste pour répondre très rapidement à votre critique, on a quand même le sentiment qu'on est en train de ralentir un peu la cadence aujourd'hui en matière de réduction des déficits. Et la France, je peux tout à fait comprendre d'ailleurs, est l'un des pays qui a décidé de ralentir la cadence et de ne peut-être pas respecter les objectifs qu'elle s'était fixés il y a 6 mois ou 1 an. Alors, puisque là on a répondu en gros à ce problème de rigueur, il y a justement le budget européen qui vient d'être proposé, enfin présenté, puisqu'il n'est pas voté encore. Justement, ce budget européen, il devrait tenir compte de cette rigueur. On dit que c'est un budget de rigueur, justement, ce budget européen. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, même, qu'est-ce que le budget européen ? Alors, le budget européen, c'est un budget qui est extrêmement faible, puisqu'il représente autour de 1 à 2% du produit intérieur brut. C'est-à-dire, c'est dérisoire par rapport à... Ça représente combien en milliards, en gros ? Je sais pas, mais en tout cas, oui, là vous nous posez une colle, c'est un peu plus de 1% du PIB, ce qui évidemment est extrêmement faible. Songez que pour un pays comme la France, la dépense publique représente plus de 50% du PIB, pour vous donner une idée. Donc déjà, ça nous éclaire, parce qu'on parle à chaque fois du budget européen, mais on ne dit pas combien. Mais c'est vrai que c'est un budget qui en général est ciblé sur des pays qui étaient en développement. Ça a été l'Espagne, ça a été l'Irlande, par exemple, ça a été le Portugal. Donc comme eu égard au PIB de ces pays-là, ce sont quand même de grosses sommes, ça a des effets expansionnistes forts. Donc la rigueur sur le budget européen, c'est vrai qu'on pouvait espérer que le budget européen soit expansif en période de récession, mais évidemment la doctrine de l'Europe, c'est pas du tout c'est plutôt la rigueur, justement, comme celle du FMI. Pour l'Europe, on maintient la rigueur, ce qui fait que le budget européen qui aurait pu aider les pays européens à sortir de la phase de décroissance, ou la phase finalement de très très faible croissance que l'on connaît, ne va pas l'aider, et au contraire va amplifier cette décroissance. D'accord. Un mot, Nicolas, pour terminer sur... Déjà, ce qui sera voté, il faut savoir qu'il y a une fronde des parlementaires européens qui, justement, en veulent au gouvernement d'avoir voté un budget qui est très rigoureux. L'idée me semblait très astucieuse. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, eh bien, finalement, il faut mutualiser davantage de moyens pour que l'Europe investisse, pour qu'on relance de grands investissements publics. Donc, c'est pas de la dépense bête et méchante. Je crois qu'il y avait véritablement cette idée. Bon, ça n'a pas fonctionné parce qu'en période de difficulté, les égoïsmes nationaux reprennent un peu
peu le dessus. En même temps, on peut voir aussi la bouteille à moitié pleine. Hein. On craignait que certains budgets soient complètement supprimés, notamment les budgets liés à l'aide alimentaire, et ça n'a pas été le cas. Donc finalement, on voit qu'on arrive quand même à trouver des compromis, mais c'est très honnêtement sans doute éloigné de ce qu'il aurait fallu faire. Bien, merci Bernard, merci Nicolas. On verra pour la rigueur ce qui se passera auprès du Parlement européen, s'il est voté ou pas. Et on se reverra d'ici là, je pense, pour une autre leçon d'économie avec Franck Gession.